Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 20 février 2021. Je poursuis donc la lecture de cet ouvrage, carnet, journal, prise de notes, de lecture également, de Léon Verte, Déposition, journal 1940-1944, publié à l'enseigne de la maison d'édition Viviane Ami. Alors nous approchons, c'est la 4e vidéo consécutive, nous approchons de la libération. Et les attentats contre les nazis et les collaborateurs vont en se multipliant. Et Verte continue de colliger les informations qui glanent ici là dans les cafés, chez le boulanger, chez les fermiers, des bribes de la radio qu'il capte, radio que lui a prêté son ami Lucien Fèvre. Mais cette vidéo-ci risque d'être un peu différente car je ne vais pas entrer en relation avec vous. C'est-à-dire, je ne vais pas vous regarder. Je vais rester collé contre le texte. Je vous invite à aller regarder la vidéo qu'on peut retrouver sur YouTube, des extraits de lecture qu'a fait Denis Podalides de Les mots de Jean-Paul Sartre à l'École normale supérieure. Alors, vidéo que j'ai regardée à 2 reprises, donc dernièrement, pour voir comment il interprétait le texte. Évidemment, c'est un grand comédien. Il l'interprète avec la justesse nécessaire. Les pauses sont au bon endroit. Il ne mâchouille pas les mots. Mais cependant, il reste parfaitement concentré, figé dans le texte et n'entre pas en relation d'aucune sorte avec l'assistance nombreuse réunie autour de lui pour entendre les mots de Sartre. Personnellement, je considère les mots de Sartre comme un livre très important. Et Sartre, qui était un homme de théâtre également, à mon avis, nous a livré dans ce texte une performance théâtrale. Le vieux Sartre, couvert d'honneur, hein, il avait refusé quelques années auparavant, le Nobel, et qui avait tout vu et qui avait connu un immense succès, auréolé de son prestige. Et là, il nous offre un monologue où il grimpe sur la scène. Et c'est d'un classicisme étonnant, contrastant avec les publications qui étaient en vogue à ce moment-là, en tout cas dans les milieux lettrés, à savoir le nouveau roman. Une écriture moirée, voilà, drapée dans une espèce de grandeur, de magnificence, mais qui n'est pas du toc non plus. Alors, il y a un ton altier, à la fois grandiloquent et sec, mais d'une grandiloquence sans après. C'est possible, ça, une grandiloquence sans après? Alors, je vais me transformer dans les prochaines secondes en une sorte de Denis Podalides et je vais rester figé devant le livre. Alors, ne vous étonnez pas, car je ne supporte plus de m'entendre mâchouiller et trébucher sur certains mots. J'ai oublié de vous lire un passage hier, le petit signet improvisé a glissé hors du livre, sur cette espèce de mode qu'il y a eu, semble-t-il. C'est ce que nous rapporte... Attendez, je vais aller voir mes notes. C'est ce que nous rapporte d'Argenson dans ses mémoires. Je l'ai évoqué, mais je ne vous ai pas livré le passage, un très court paragraphe. Quelques tableaux du passé. La reine tombe dans une dévotion superstitieuse. Elle va voir à tout moment la belle mignonne. C'est une tête de mort.
Elle prétend avoir celle de mademoiselle Ninon Lanclos. Plusieurs dames de la cour qui affectent la dévotion ont de pareilles têtes de mort chez elles. On les pare de rubans et de cornettes, on les illumine de lampions, et l'on reste une demi-heure en méditation devant elles. Vous imaginez? Le 24 mars, attendez, je ne vais pas me tromper de date, nous sommes en 43. Le 24 mars 1943, ceux qui chassent la guerre de leurs pensées et se réfugient dans la philosophie hindoue ou la philatélie. 30 mars 1943. Flaubert n'aimait pas Stendhal. Il le disait sec, étriqué, je ne sais quoi. On trouverait chez les plus grands beaucoup d'exemples de cette incompréhension, et surtout peut-être chez les plus grands. N'allez pas chercher des causes profondes dans les tempéraments incompatibles. Sans un léger coup de pouce, sans un peu de trichage au début, sans une sorte d'état de grâce qui est bienveillance ou snobisme, que de beaux livres n'achèverions-nous pas, que de beaux livres nous resteraient étrangers. « 18 avril 1943. Le journal. On aurait découvert près de Smolensk les cadavres de 10 000 officiers polonais tués par les Russes à coups de revolver dans la nuque au printemps de 1940. Le gouvernement polonais de Londres demanderait une enquête de la Croix-Rouge. Ce gouvernement dissident devient pour la presse allemande, respectable et digne de foi, s'il accomplit une démarche qui puisse être utilisée contre les Russes. Mais voici le trait en trop, le comique dans le macabre. À la demande du Führer, la Croix-Rouge allemande s'est déjà adressée à l'organisme de Genève. Hitler devient le Führer au cœur tendre. On s'étonne qu'il ait fallu 3 ans pour découvrir un charnier de cette étendue. Note en bas de page. Le 13 avril, plus de 4000 cadavres officiers d'active et de réserve polonais étaient découverts dans la forêt de Katyn, à proximité de Smolensk. Cette décapitation de l'élite polonaise a été l'œuvre du NKVD soviétique, ce que nia Moscou, qui rompit avec le gouvernement polonais en exil. Notons le scepticisme de Léon Werth, qui se défie plus que tout de la propagande allemande et qui a été un compagnon de route. Il ne sera plus le seul à douter de la culpabilité soviétique. De Gaulle, 19 juin 1943. De Gaulle, parlant à Alger, a dit « Nous ne sommes pas seulement au bord de la victoire, nous avons commencé à y entrer. » 23 août 1943. La haine de certains bourgeois pour De Gaulle est du même ordre que la haine qui assassina Jaurès. « 5 septembre 1943. Il est temps que les mécréants, les libertins, se fassent signe. Leur faiblesse est qu'ils ne peuvent bâtir un temple, mais qu'ils ne consentent pas cette politesse du silence que les croyants ne leur accordent pas. Qu'ils disent « Nous ne formulons pas d'hypothèse sur le point de savoir si le néant est habité ou non, mais notre morale peut être plus délicate que celle des croyants. Nous savons le prix de l'éphémère. Nous ne pouvons nous accrocher à Dieu, nous réserver des pardons dans l'au-delà. Nul nous punit, nul nous sauve. Nos crimes sont irréparables. »
Mes petits signets improvisés glissent hors du livre. Pour croire, 16 septembre 1943. Pour croire que la guerre est divine, encore faut-il croire en Dieu. Il y a toujours eu des guerres, il y en aura toujours. C'est bête comme un proverbe, et même davantage. Mes fèves ouvrent une porte sur l'inconnu. Tout se passe comme si la guerre était inhérente à l'homme. Je ne cite pas, je rassemble et contraste après plusieurs jours quelques bribes de conversation. Je résume et je trahis. Je transforme en bâtisse de 6 étages l'abri qu'il choisit une seconde d'une pensée qui s'interroge. Mais qui pourrait croire que Fèvre songe à paraphraser le Homo homini lupus? Fèvre ne pense pas, par exemple, de grammaire. Il veut dire qu'il n'y a pas d'explication totale de la persistance des guerres, qu'elles renaissent malgré l'expérience et la crainte qu'en ont les hommes, malgré leur atrocité accrue par la technique. Dans cette persistance des guerres, il y a une ou plusieurs inconnus. Proudhon, me dit Fèvre, a écrit là-dessus des choses fortes et neuves. « 14 novembre 1943. Le camp d'Auschwitz. On voudrait répondre par d'égales tortures, par une mort qui serait éternellement torture. Et puis on est écrasé, anesthésié par cet atroce à la limite, par ce sadisme à l'infini. Jamais le châtiment n'égalera le crime. Les brutes souffrent moins et meurent plus vite, et rien n'empêchera que cela ait été. 9 novembre. Hitler a parlé. Il rugit. Il avait préparé un putsch contre l'univers. Le putsch rate. Je suis un homme profondément religieux, a-t-il dit. Discours de Churchill. À moins d'un événement providentiel, c'est en 1944 qu'on peut espérer voir le point culminant de la guerre. Le mot providence est dans le discours de Churchill comme il est dans celui de Hitler. Mais la providence de Churchill est lointaine. Elle est le miracle et l'imprévisible. Pour Hitler, la providence est sa chose. Et pour peu il dirait que la providence, c'est lui. Ainsi la vieille démente des corps créchés qui croyait que le monde, minute à minute, était créé par elle. Les dieux sont morts. C'est moi qui fais la diligence du monde. 15 novembre. L'affaire du Liban. Je n'y entends rien. Mais je sais bien que c'est une affaire de colonisation, de protectorat ou de prépondérance, et que tout ce qui toucha à la colonisation fut une préfiguration honteuse, hypocrite du fascisme. Je suis inquiet quand j'entends le mot « empire ». De Gaulle croirait-il au mensonge de la colonisation civilisatrice, ou est-il un grand politique qui, pour des besoins stratégiques et politiques actuels, passagers, use provisoirement de ce cruel mensonge? Note en bas de page. Le 8 juin 1941, la France libre a annoncé que serait mis fin au mandat exercé par la France en Syrie et au Liban. Mais devant la lenteur des transferts de souveraineté, le Parlement libanais décida le 8 novembre 1943 de réformer la Constitution. Le délégué général français, Yves Helleux, privilégie alors la manière forte, ce qui suscite trouble dans les rues et critique acerbe des anglo-saxons. Catroux annulera les mesures prises par son prédécesseur rappelé à Alger. Léon Vert a raison, il s'agit bien d'un enjeu colonial. 17 décembre. 7 décembre. L'entrevue à Téhéran de Churchill, Roosevelt et Staline. Accord parfait pour une guerre terrible et pour une paix d'idylle. Note de bas de page. À Téhéran, du 28 novembre au 2 décembre, se réunissent pour la première fois les trois grands. L'atmosphère est effectivement plutôt cordiale.
d'autant que Roosevelt s'efforce de séduire Staline. Ils parviennent à un accord sur la stratégie militaire. Les Anglo-Saxons débarqueront sur les côtes de la Manche et sur les questions politiques sera instituée une organisation des Nations unies. L'Allemagne sera châtiée, les frontières de la Pologne seront modifiées pour permettre à l'URSS de recouvrer les territoires qu'elle a perdus en 1920. 27 décembre. Émission littéraire de Radio Vichy. C'est d'une déconcertante stupidité. Un sélénite tombé du ciel ou même un Huron débarqué d'aujourd'hui, s'il avait entendu cela, penserait que la France aura beaucoup de peine à se relever. 1944. Alors, Léon Verte quitte le Jura et va rejoindre sa femme, Suzanne, à Paris. Mais de confession juive, il se terre d'une certaine manière et il ne sort dans Paris que la nuit. Alors on a des descriptions de Paris la nuit se libérant peu à peu, qui sont assez magnifiques. Peut-être je vais vous en citer quelques-unes. 15 janvier 1944. Promenade avec Suzanne. Promenade nocturne. Je ne sors que la nuit. Les boutiques sont des oasis de discrète lumière. Dans les boutiques, il y a des hommes, des femmes, et non des ombres. Il eut l'an 1000, la fin du monde. Mais le monde ne fut pas détruit complètement. Il reste quelques îlots de vie et de lumière. Ces boutiques, ces bribes d'apothéose dans le noir. La teinturière est une flamme oubliée. Elle a dû naître. Elle va mourir comme ces monstres légers qui se tordent et s'effilent dans le feu. Boulevard Saint-Germain, un peuple d'ombre glisse dans le noir. On est au fond de la mer. On est frôlé par une faune abyssale, par une faune d'ombre verticale, d'ombre d'hippocampe. 30 janvier 1944. Hier soir, dîner chez Fèvre avec les Marc Bloch. Une belle nappe et des cristaux sous la lumière. Une eau de lumière baignant les verres. On ne parle pas tout de suite des événements. Il y a un temps de conversation souple qui n'appuie pas. On se croirait dans les années d'avant-guerre. Dans la soirée, on touche à la guerre. Churchill est le Clémenceau de cette guerre. Son cabinet est un cabinet de guerre. Churchill, il y a quelques années, témoigna de sa sympathie pour Mussolini, de sa haine du bolchevisme. Les Américains ont du communisme une peur enfantine. Ils voient encore dans Pétain une garantie de l'ordre. Pour moi, je me perds dans ces nuages de la grande politique, et j'ignore tout de l'Amérique et même de l'Angleterre. Je me raccroche au débarquement transfigurateur. « 31 janvier. J'ai relu Lucie Couturier. Qui a lu ces livres? Ils sont admirables. Voilà une âme enfin vidée de l'usuel et des grandeurs du bazar. J'écrivais cela en 1920. Je retrouve ces mots dans une lettre d'elle où elle me remercie de lui attribuer les vertus qu'elle voudrait avoir. Elle les avait. Mon amitié ne me trompait pas. Elle voit peindre sans pédantisme pictural. Elle est humaine, sans rondeur oratoire. Elle est poète, sans acrobatie d'image. Et quelle fidélité à son motif, sans trompe-l'œil. Envoûtée par la beauté plastique et la grâce des Noirs, elle nous contraint au même envoûtement. Effet magique, mais aussi par les moyens d'une dialectique agile, elle brise les cadres où la brutale stupidité du blanc colonial et l'insolence des ethnographes primaires prétendent enfermer le noir. Citation. Mais je n'aime pas l'ethnographie. Je l'aimerais si elle n'était qu'une science, même exacte comme les autres.
mais il est un art de trahir les peuples pour les diviser, pire que l'histoire. Donner la vie de quelques individus pour la vie de tous, c'est la tromperie de l'histoire. Donner les formes collectives de la vie d'un peuple pour ce peuple lui-même, c'est la trahison bien plus grave que l'ethnographie. Elle nous montre la chaîne et le collier d'un chien en nous disant « Ceci est un chien », le cachot d'un prisonnier en nous disant « Ceci est un prisonnier », une pelote de ficelle en nous disant « Ceci est une guirlande de fleurs et de fruits ». Toujours. Les coloniaux ethnographes nous montrent les rites de la circoncision, tous les rites des sociétés nègres en nous disant « Voici des nègres, voyez et touchez et reconnaissez que ce ne sont pas là des hommes. » C'est tiré de Mes amis chez eux, mon ami sous-marin, page 106. Et la note à bas de page nous dit « Lucie Couturier a séduit Léon Verte pour 2 raisons. Elle a écrit sur les peintres, entre autres sur Seurat, et a défendu les Noirs, voire, notamment, des Inconnus chez moi, édition de La Sirène, 1920. 13 février. On entend partout le mot gaulliste. On entend moins souvent le nom de Gaulle. Il y a contraste entre l'immense folie historique qui fut, qui est le sien, et on ne sait quel effacement de son personnage. Il a parlé, quand tout se taisait, quand tous se taisaient ou parlaient lâchement. Il a agi quand tous renonçaient. Il a fait rentrer l'histoire, la France qui en était expulsée. Mais on ne lui a pas fabriqué, il ne s'est pas fabriqué de légende. Il ne rend pas la justice sous un chêne. Il ne pince pas l'oreille des engagés volontaires. Oh, j'ai perdu une page très importante. Et je vais conclure là-dessus. Je suis étonné. Ah, voilà. En fait, et je vais conclure là-dessus. Et je vais vous montrer 2 choses en même temps. Et puis je vais vous raconter une toute petite anecdote qui va venir, non pas étayer le récit, mais y apporter peut-être une petite touche. En tout cas, vous la jugerez intéressante ou pas. 18 octobre, on est toujours en 1943. Il paraît que les propriétés terriennes et les valeurs baissent à mesure que les succès des Alliés se multiplient. Je n'entends rien à ces choses. S'élabore-t-elle en des antres de bandits où la finance est-elle un baromètre? Le baromètre de quoi? Une lettre de Suzanne m'apprend sans détail que Vildrac est à Fresnes. Je ne vous dis rien d'autre. Vildrac que cela ne m'étonne pas. Je me souviens de cet appartement de la rue de Seine. C'était peu de temps après la guerre de 1914. Des cœurs contre la guerre, des têtes contre la guerre, de pauvres bougres d'hommes contre la guerre. Le jeune de Saint-Prix, si limpide, si environné de clarté. Dupin, Hermenonville, chrétien contre la guerre. Verrier, son fils était mort à la guerre. Je revois ses regards, cette pièce meublée de vieux meubles, le secrétaire empire. De cette pièce à cette cellule, le chemin est droit. Et moi, caché dans mon trou, lâche, sans doute, mais vous, Vildrac, on vous impute tel fait, tel acte. Entre vos juges et vous, il y a une ombre de juridique. Mais moi, je suis d'un bloc condamné, coupable d'un péché originel, sans rédempteur, coupable en mon âme et ma chair, en mes viscères et ma peau. Note. Charles Vildrac, 1882-1971,
est un écrivain de théâtre et un poète volontiers didactique, humaniste révolté par l'injustice et la violence, proche du Parti communiste français. Il a chanté les vertus de l'URSS, référence Russie neuve parue en 1937. Il milite dans la résistance. Et j'ai ajouté cette petite note moi-même. Cette chose étonnante, il était le fils d'un communard qui a été condamné en 1873 à l'exil en Nouvelle-Calédonie. Alors, il avait quoi tenir. Et je vais vous montrer quelque chose et je vais enchaîner après. Voilà, un livre de Charles Wildrac. Le paquebot Tennessee, comédie en 3 actes, paru, c'est l'édition originale, et un des 128 exemplaires en 1920. Tenez, je vous laisse... Alors, c'est l'une des pièces qu'on ne retrouve pas dans ma bibliothèque personnelle, mais qu'on retrouve à la librairie. Dans le haut, il y a un rayonnage, le rayonnage du haut, où on met les rossignols, selon l'expression convenue en bibliophilie, c'est-à-dire les ouvrages rares, mais difficilement vendables, et qu'on ne souhaite pas voir tripoter par des mains maladroites ou ignorante de la valeur. Alors, oui, c'est un livre assez rare, donc c'est un exemplaire numéroté, un des 128 tirages. Et je vais enchaîner avec autre chose. Et il y a un autre passage que, décidément, ma technique de petit signet improvisé n'est pas au point. Mais enfin, peut-être parce que demain, ben oui, ça devait s'arrêter ce soir, mais ça va s'arrêter demain soir, et peut-être je vais enchaîner aussi sur un autre livre, un passage où Lucien Febvre parle de Marc Bloch. Son exceptionnel livre, L'étrange défaite, que je vous invite à lire, qui explique ce qui s'est passé en 40. Et je vais vous lire un passage, et après, je vais vous montrer quelque chose, et je vais vous raconter une très, très, très petite anecdote, et ça va conclure la vidéo de ce soir. Le 19 octobre, la radio m'annonce la mort de Romain Rolland, romancier prix Nobel. Une épithète était accolée à romancier. Je ne sais plus laquelle. La mort de Romain Rolland est entrée dans ma chambre. Je suis seul avec la mort de Romain Rolland. Je ne saurais parler de lui avec justice, ni même avec décence. En 1914, je n'avais pas lu 10 lignes de lui. Aucun de mes amis proches ne l'avait lu. Nous étions trop malarméens et nous aimions trop la viande rouge. Trop d'artistes aussi, dans le plus mauvais sens du mot. Chaque ligne de lui nous repoussait. Nous y trouvions une odeur d'université, d'école du Louvre, de littérature pour vieilles demoiselles. En 1915, au front, l'adjudant, secrétaire du colonel, me passa la copie dactylographiée d'un article du Journal de Genève au-dessus de la mêlée. Un homme enfin qui n'avait pas renoncé à l'humanité. Il fut un moment de la conscience humaine. Il le fut vraiment. Homme parmi les moutons-loups, sage parmi les fous, courageux parmi les lâches. Son adhésion fut totale à la révolution russe, si totale qu'il se refusa, à toute réserve, quand Staline eut pris le pouvoir. Je crus qu'il se trompait, je le crois encore, mais il se trompait noblement. En 1932, j'eus l'occasion de correspondre avec lui. En réponse à l'une de ses lettres, je lui écrivis
que j'étais inquiet de voir quelques-uns de nos amis défendre l'honneur de la Révolution, comme les généraux de l'affaire Dreyfus défendaient l'honneur de l'armée. Il ne me répondit pas. Je n'ai rien su de lui depuis lors. Et là, on apprend, dans cette note en bas de page, que finalement, Romain Rolland n'était pas mort, mais sérieusement malade. Il s'éteindra le 30 décembre 1944. Je suis un peu contrarié de... Il y a un passage sur la honte. Mais je vais essayer de vous le retrouver avant de conclure cette vidéo, mais je vais vous montrer quelque chose. Et je vais vous raconter quelque chose aussi. Alors, c'est le premier tome d'un roman, de ce célèbre roman, Jean-Christophe, écrit par Romain Rolland. Je vous le montre. Tenez. Reliure ordinaire. Et je vous montre. Ceci est un ouvrage aussi qu'on retrouve à la librairie, qui n'est pas dans ma bibliothèque personnelle. Tenez. Un autographe de Romain Rolland. Je ne sais pas si on le voit bien. L'encre est délavée. L'autographe date de mars 1909 et il est adressé à un rédacteur du Journal de Genève. Hommage reconnaissant au Journal de Genève avec tous les remerciements de Christophe pour la sympathie qu'il a toujours trouvée. Hommage bienveillant, Romain Rolland, le 2 mars 1909. Alors, je vous raconte. Alors, j'ai toute la série en plusieurs tomes de Jean-Christophe et celui de 1915, cet appel au-dessus de la mêlée, voilà, au-dessus de la mêlée, donc, je l'avais et je l'ai vendu il y a quelques années. Mais, il faut que je vous raconte, je l'ai vendu, et je m'en étais porté acquéreur. En fait, porté acquéreur, le terme est très exagéré. Mais une journée à la librairie, il y a un homme assez âgé, grand, bâti, qui est arrivé avec la pile d'ouvrages de Romain Rolland, et il me tend cette pile, il la dépose dans mes mains, et il me dit « Tenez, c'est à vous, je vous les donne, plutôt que de les jeter, je tiens à vous les offrir. » Et là, il dépose les livres dans mes mains, et je les regardais, interloqué, étonné, et n'ayant pas pris conscience à ce moment-là de la valeur de ces ouvrages. Et il me dit, ils sont autographiés par Romain Rolland, et je vous les offre, plutôt que de les jeter, parce que dans ma famille, personne ne s'intéresse à cela. Et il le dit avec un ton de rage, de colère maîtrisée. Dans ma famille, ça ne les intéresse pas. Et il est reparti, comme il est venu. Et là, moi, je suis resté... J'ai eu à peine le temps de le remercier. Et voilà. J'ai pensé que cet homme-là était d'origine suisse. J'ai pensé que sans doute ces livres-là, il les avait, peut-être lui ou un membre de sa famille, les avait rapportés de Suisse, les avait conservés. Et puis, comme je l'ai vu à quelques reprises dans ma longue pratique maintenant de libraire, parfois les livres sont l'objet d'un dédain et d'un mépris sans appel, ce qui me les rend et ce qui nous les rend encore plus chers, encore plus précieux. Et
Ils sont toujours en haut, là. Eux aussi sont des rossignols, sont à côté du Vildrac. Et je les regarde de temps à autre. Et je me dis, c'est quand même incroyable. Parce que Romain Rolland, oui, bon, euh, moi je le méconnais aussi. Mais je sais qu'il a été ami avec Freud, il a été ami avec Stefan Zweig, avec Gandhi. Il a été proche de tous les grands auteurs, les grands penseurs de cet entre-deux-guerres, hein, ou un petit peu avant la première. Et il a été proche de tous ces gens, et ça reste phénoménal, la quantité et la qualité des relations qu'il a entretenues avec les uns et les autres. Alors, je vous le remonte, hein, tenez. Je vous le remonte et je vous livre ce soir une petite histoire, secret d'un libraire, n'est-ce pas? Et on va alimenter la légende du Stéphane Bern québécois. Si un jour ma belle famille voit cette vidéo, puis on dit « Ah, Romain Rolland, Nobel de 1915, n'est-ce pas? Nobel de littérature. » Aujourd'hui, ce que je peux observer, cependant, à la librairie, on ne le lit plus. Bon. Jamais on me demande les ouvrages de Romain Rolland. Jamais. Jamais, 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 jamais. Alors, j'ai essayé de vous retrouver le petit passage où il est question de honte. Et à moins que je vous le garde, que je nous le garde pour demain, ma méthode des petits signets improvisés laisse tout de même à désirer. Hitler profondément, un esprit profondément religieux. Quel cabotin celui-là, quel sanglant cabotin. Ouais, ben voilà. Pourtant, je l'ai annoté. Bon, ben écoutez, je pense que je vais nous le garder pour demain. Et demain, c'est vraiment terminé avec Léon Vert. Ouais, ben ça, je vous l'ai pas lu. Flaubert n'aimait pas Stendhal. Il le disait sec, étriqué, je ne sais quoi. On trouverait chez... Ah ben, je vous l'ai lu, ça. Ben voilà, il est temps que je mette fin à... Il est temps que je mette fin à cette vidéo. Bon. Ben voilà. Alors, c'est ça, c'est un peu étonnant, hein? Je suis probablement en train de devenir un vieux libraire qui lit des livres devant vous, qui rassemble quelques-unes de ses pièces rares, mais ça, c'est des livres appartenant à la librairie. Et, mais d'ici peu, je vais vous montrer quelques-unes des pièces importantes. Certaines d'entre elles, je peux bien le dire, m'ont été offertes, comme celle-là. Et beaucoup de gens qui m'ont offert des livres rares me les ont offerts en me disant sont en bonne main avec vous. Faites-en ce que vous voulez, évidemment, incluant les vendre. Mais ce qui revenait comme un leitmotiv, c'est je n'ai personne à qui les offrir. Dans mon entourage, ça n'intéresse personne. Et c'est étonnant à quel point ce qui compte vraiment, ce que de plus précieux, finalement, a assez peu de valeur sur le plan financier. Tandis que la pacotille coûte les yeux de la tête. Ce qui n'a pas de valeur réelle, intrinsèque, eh bien, coûte très cher. Cette espèce d'inversion des valeurs. Je vais remercier Louis aussi, qui m'a rendu visite à ma librairie aujourd'hui, me disant, notant que d'habitude, les gens en font plutôt moins que plus, et je suis effectivement, je suis définitivement incapable de mettre fin à cette séquence qui s'étire et qui s'étire. Et je lui ai confié à Louis que je projetais de les poursuivre jusqu'à l'extinction du couvre-feu.
Et qu'une manière pour moi, peut-être intellectuellement, en tout cas, littérairement, en tout cas, de résister à ce couvercle mis sur la marmite et qui a des effets délétères pour plusieurs d'entre nous. Une manière de garder le cap. Et je trouve étonnant que l'éternel étudiant que je suis, qui ne remettra jamais sa copie, eh bien, j'ai toujours été studieux, en tout cas, quand même, malgré tout. Mais c'est peut-être mes visites dans le territoire cédé et sacré, des territoires assidiques dans lequel un territoire dans lequel ma mère vit, qui finalement, demain, je vais aller visiter ma vieille mère, et je vais aller revoir mes étudiants qui étudient comme ça à chaque coin de rue, les vieux rabbins qui glissent sur le trottoir, les enfants qui vont en bande, en bicyclette, des bandes d'enfants, les seules bandes d'enfants qu'on voit dans la ville. Sauf ici, un peu dans le quartier Villeray, dans les ruelles, ils jouent ensemble. On sent bien que la présence des parents n'est pas loin. Tandis que le groupe d'enfants, un groupe d'enfants, ça protège de tous les prédateurs du monde. C'est l'enfant isolé, c'est l'enfant seul qui est menacé. L'enfant qui n'a pas d'amis. Ouais. Ben voilà, c'est tout pour ce soir. Merci d'être avec moi. Portez-vous bien. Au fait, nous n'étions pas dans la librairie, vous l'avez compris, c'est un décor. Mais pour être assis confortablement, pour faire de moi un Denis Podalides, disais concentré. Faut aller voir la vidéo d'ailleurs, je vais la partager, tenez, je vais la partager en bas de... Il est concentré, sa concentration est belle à voir. Un bel exemple. Finir par savoir lire, ouais. Merci, bonne soirée à tous.